c'est reparti pour la deuxième partie avec l'accueil sur scène de Fadela Boily, responsable du comité social territorial. Et je laisse toute l'équipe présenter cette seconde partie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter le CST en formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail, donc qui est une nouvelle instance issue de dernières évolutions réglementaires. Donc la création des formations spécialisées au sein des comités sociaux est une étape importante dans la gestion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique territoriale. On va voir que donc ces formations, elles sont parfois, dans certains cas, obligatoires, dans d'autres cas facultatives, selon la taille de la collectivité ou de l'établissement. Donc, on va vous présenter dans un premier temps donc, le contexte, le cadre juridique, les grands principes et notions de base, les règles de création et de composition donc, de la formation spécialisée. Et puis, on viendra un peu plus en détail sur les compétences de la formation spécialisée qui interviennent donc, dans 3 cas de figure. Elle est sollicitée pour consultation pour avis, consultation également pour information, et puis la formation spécialisée peut aussi mener des actions en matière de prévention des risques professionnels. Concernant le cadre juridique, alors un texte important, plusieurs textes importants, le Code général de la fonction publique, la législation relative à la santé et à la sécurité au travail figure au livre 8 de ce code, qui reprend et qui fait application du livre 4 du Code du travail, qui s'applique à la fonction publique territoriale. Ces dispositions, elles régissent les obligations des employeurs territoriaux et même les employeurs publics, d'une manière générale, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Autre texte important, la loi de transformation du 6 août 2019, qui a introduit donc des modifications importantes en matière de santé et sécurité au travail, puisqu'elle a créé donc cette nouvelle instance, une instance unique de dialogue social, qui est le CST, le comité social territorial, qui est issu de la fusion de ce qu'on appelait avant donc le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité et de conditions au travail. Ensuite, on va avoir donc le décret sur l'hygiène et la sécurité, donc le décret du 10 juin 1985, relatif donc à l'hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive, qui est un texte socle en matière de prévention. Puis nous aurons donc le décret sur le droit syndical. C'est un décret important dans la fonction publique qui prévoit donc la liberté syndicale et qui permet aux organisations syndicales de participer à la prévention des risques professionnels. Et puis, donc, dernier texte important et assez récent, c'est le décret du 10 mai 2021, donc, qui est une référence essentielle pour la création et le fonctionnement des F3SCT. Donc, ce texte, il abroge le décret de 85 qui régissait la réglementation des comités techniques des collectivités territoriales. Et donc, la formation spécialisée du CST, puisqu'en fait, la formation spécialisée n'est pas une instance à elle toute seule, c'est une émanation du CST. Et elle remplace donc ce qu'on appelait avant le CHSCT, depuis les élections professionnelles de décembre 2022. Donc c'est le nouveau cadre pour la participation des agents aux décisions qui les concernent en matière de santé et sécurité au travail. Le droit à participation, enfin l'instance de dialogue social, donc c'est dans la fonction publique territoriale, la F3SCT, elle peut paraître contraignante parce que cela nécessite... on exige des collectivités de mettre à la disposition, d'informer la formation spécialisée donc de plusieurs documents, mais la formation spécialisée, c'est l'endroit où s'exprime le droit à la participation des agents en matière de sécurité et de santé au travail. C'est un lieu d'échange et de discussion entre les représentants du personnel et les employeurs publics sur des sujets importants que requiert donc la prévention. Donc le droit à participation, alors juste un petit rappel juridique, il y a eu la réaffirmation de ce droit à la participation par la loi de transformation qui a été introduit à l'article L112 du Code général de la fonction publique. Donc il consacre ce droit à la participation qui est un principe issu de la Constitution. Donc vous voyez, c'est pas tout récent en fait, hein. La prévention, on en parle depuis très longtemps.
puisque déjà, dans la Constitution, on disait que ce principe garantit le droit des travailleurs, y compris les fonctionnaires, à participer à la détermination collective des conditions de travail. Pour parler un peu de la création des formations spécialisées, donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs cas de figure. Il y a la création obligatoire. Elle concerne donc les collectivités et établissements qui emploient au moins 200 agents et tous les SDIS, quel que soit le nombre d'agents. Donc là, on doit obligatoirement mettre en place une formation spécialisée. Ensuite, il y a la création facultative. Donc, on peut, dans certains cas, dans les collectivités et établissements qui ont moins de 200 agents, mettre en place une formation spécialisée lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Pour les collectivités de moins de 50 agents, donc là, la formation spécialisée, elle va être portée par le CDG, puisque les collectivités de moins de 50 agents relèvent de la formation spécialisée du CST placé auprès du centre de gestion, qui donc analysera les dossiers qui relèvent de sa compétence. À côté de ces formations spécialisées, il peut y avoir des créations complémentaires de formations spécialisées, qu'on appellera donc des formations spécialisées de services ou de sites, qui peuvent intervenir dans certains cas lorsque les risques professionnels particuliers le justifient. Donc sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ou alors sur proposition de la majorité des représentants du personnel du CST. Alors ça pourrait intervenir dans certains cas, par exemple dans des services d'assainissement, lorsque des agents sont exposés à des problèmes de salubrité particuliers, dans les services techniques, donc lorsque les agents utilisent des machines présentant des risques spécifiques ou qui sont exposés à des risques chimiques particuliers. On peut également retrouver ces formations complémentaires dans les services sociaux, lorsque les agents sont exposés à des risques psychosociaux, par exemple. Donc, voilà pour le cadre de la création de ces formations spécialisées. La composition de la formation spécialisée, donc d'une part, on va avoir le collège des représentants de la collectivité, qui sont désignés par l'autorité territoriale. Ensuite, on aura le collège des représentants du personnel, qui, eux, sont désignés par les organisations syndicales. Et puis, le président, qui préside l'instance, qui peut être donc l'autorité territoriale ou son représentant. Les membres de droit. Donc, on va avoir les membres de droit avec voix délibérative. Donc, ce sont donc les représentants du personnel et les représentants de la collectivité qui possèdent le droit de vote et qui participent activement donc, aux décisions de la formation spécialisée. Et puis, on va avoir des membres de droit, mais sans voix délibérative. Donc, certains professionnels assistent aux réunions de la formation spécialisée sans pouvoir voter. Ce sont des spécialistes. On retrouve notamment donc, le médecin du travail, les agents assistants et conseillers de prévention et l'agent chargé de la fonction d'inspection, l'ACFI, qui interviennent dans ces instances pour faire part de leur expertise sur certains dossiers. Donc, les domaines de compétences de la formation spécialisée. Elle va intervenir autour de 3 axes. Donc, d'une part, la santé et la sécurité, avec la protection de la santé physique et mentale des agents. Comme on l'a vu tout à l'heure, cela vous a été présenté, les risques psychosociaux sont maintenant, on en parle un peu plus maintenant, mais voilà, parce que c'est de plus en plus révélé, mais sont des troubles qui sont de plus en plus révélés et qu'il va falloir regarder de plus près. En matière de conditions de travail, donc tout ce qui concerne l'amélioration des conditions et l'organisation du travail. Et puis dans le domaine du numérique, la formation spécialisée intervient également sur tous les enjeux liés au télétravail, à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques. Donc la formation spécialisée, elle va intervenir sur ces 3 axes, mais elle n'interviendra pas, puisque donc, comme on l'a vu, la formation spécialisée, c'est une émanation du CST, elle n'interviendra pas sur les compétences qui, elles, relèvent du CST. Elle a 3 modalités d'action, comme on l'a vu. Donc la première, la formation spécialisée, elle est consultée pour avis, obligatoirement dans tous les cas prévus par les textes en matière de santé et sécurité du travail. On verra tout à l'heure quels sont les documents qui sont soumis pour avis de la formation spécialisée et qui interviennent au préalable avant la décision de l'autorité territoriale. Ensuite, la formation spécialisée est informée de plusieurs dossiers. Elle est obligatoirement informée sur certains sujets parce que c'est une instance de dialogue social qui favorise l'échange d'informations, la concertation entre l'employeur et les représentants du personnel, et ça permet de mieux comprendre, bien évidemment, les enjeux liés à la santé et à la sécurité au travail. Et puis, la 3e modalité d'action de la formation spécialisée,
La formation spécialisée, elle peut être proposition d'action, elle a aussi un pouvoir d'investigation et d'évaluation des risques. On le verra par la suite. Alors, on va voir dans un premier temps la consultation pour avis, donc les principaux documents qui passent pour avis à la formation spécialisée. Premier document important, il vous a été présenté tout à l'heure par Guillaume, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, comme vous l'a présenté tout à l'heure Guillaume, c'est une obligation légale. Toutes les collectivités devraient avoir un document unique qui devrait être soumis pour avis à la formation spécialisée. Donc la formation spécialisée, elle est consultée sur son élaboration, mais également sur sa mise à jour, puisque ce document unique, une fois fait, il est mis à jour tous les ans. Et bien évidemment, la formation spécialisée, elle participe également au suivi de la mise à jour et à l'application des mesures de ce document unique. Ensuite, la formation spécialisée, le document unique, il est ensuite relayé par un programme annuel de prévention des risques professionnels. Donc, on évalue les risques, on les note, on les retranscrit dans un document unique, et ensuite on met en place les actions qui sont préconisées. Et c'est là qu'on doit mettre en place un programme annuel de prévention des risques professionnels. Le président de la formation, il soumet pour avis chaque année aux membres de l'instance donc un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, qui sont basés sur l'analyse des risques, mais également sur les informations en santé, sécurité et conditions de travail qui sont contenues dans le rapport social unique. Le rapport social unique, juste un petit rappel, c'est un document qui est également une obligation obligatoire des collectivités. Chaque année, les collectivités territoriales doivent renseigner les données sociales de la collectivité dans ce rapport social unique. C'est un document important qui permet, une fois qu'on a collecté toutes ces informations, d'avoir des données qui permettent de mettre en place une politique RH dans la collectivité et d'avoir également des données, notamment en matière de prévention, assez spécifiques sur, par exemple, l'absentéisme, sur les conditions de travail des personnes en situation de handicap, sur les personnes qui sont en congé, enfin l'absentéisme notamment, quelle que soit la raison, quelle que soit la maladie professionnelle, les accidents du travail. Donc c'est un outil très important qui sert notamment également donc, à mettre en place ce programme annuel de prévention. Ce programme, il détaille donc les actions à entreprendre, les conditions d'exécution donc, et le coût estimé. Et puis la formation spécialisée, elle peut proposer un ordre de priorité dans ce programme d'action. Autre chose par rapport à ce programme d'action, ce qui peut être dit, c'est que le centre de gestion, on a un outil qui peut accompagner les collectivités pour pouvoir réaliser ce PAPRIPACT. Donc il peut être mis à disposition des collectivités qui le souhaitent pour les aider à faire ce PAPRIPACT. Ensuite, les autres documents qui sont soumis pour avis de la formation spécialisée, donc on va avoir bien évidemment le règlement intérieur. Donc dans les collectivités, on établit le règlement intérieur et la partie hygiène et sécurité sera soumise pour avis de la formation spécialisée. Autres documents qui sont soumis à la formation spécialisée, on va avoir les règlements et consignes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, par exemple les protocoles sur les produits chimiques, les protocoles d'utilisation des machines. Ce sont des documents qui passent à la consultation de la formation spécialisée. Également, l'établissement et la mise à jour des fiches sur lesquelles sont consignés les risques professionnels propres à chaque service et les effectifs d'agents exposés à ces risques. Par exemple, les fiches qui exposent les agents qui sont exposés à des risques d'amiante, de rayons ionisants ou alors des risques particuliers, les charges lourdes, sont soumis pour consultation à la formation spécialisée. Ensuite, tous les documents concernant le numérique, les chartes portant sur la déconnexion, les outils de régulation, les chartes de télétravail, passent également en formation spécialisée. Tout ce qui concerne les projets d'aménagement et nouvelles technologies, donc la formation spécialisée, elle est consultée sur des projets d'aménagement importants qui va avoir un impact ou qui va modifier les conditions de travail des agents. Également, en matière de transformation des postes, dès qu'il y a un impact, l'avis portera sur les changements d'outillage, de produits ou d'organisation du travail.
Et on revient sur les nouvelles technologies. La formation spécialisée, elle est consultée sur l'introduction de nouvelles technologies qui impactent la santé. Par exemple, la collectivité souhaite mettre en place un dispositif pour les travailleurs isolés. Ça se passera pour avis à la formation spécialisée. La consultation de la formation spécialisée intervient également en matière d'inclusion et de reclassement. Toutes les mesures concernant la facilitation du travail, donc la formation spécialisée, elle est consultée sur la mise en œuvre de mesures de remise ou de maintien au travail des accidentés du travail et des personnes handicapées, notamment par l'aménagement de postes. Le reclassement, elle est consultée donc sur la mise en œuvre de mesures pour le reclassement des agents, par exemple un plan d'accompagnement vers de nouvelles compétences. Et puis, la désignation de l'ACFI, donc il y a une consultation obligatoire de la formation spécialisée lorsque l'on souhaite désigner un agent chargé de la fonction d'inspection. La lettre de mission de cet agent, de cette ACFI, elle sera transmise pour information. À côté de ça, la formation spécialisée, elle est consultée pour information. Elle est informée de divers sujets pour justement participer à ces échanges, à ce dialogue social qu'il peut y avoir entre les représentants du personnel et l'employeur public. Donc les documents qui vont être soumis pour information, alors d'une part, les visites d'inspection. La formation spécialisée, elle est informée de toutes les visites et observations de l'ACFI, ainsi que des réponses à l'administration qui pourraient être faites par l'agent suite à ces visites. Ensuite, le registre de santé et sécurité au travail. Document important, ce document, je vous le rappelle, comme vous le savez, figure dans tous les services ou groupements de services dans chaque collectivité. La formation spécialisée, elle est informée des éléments qui sont consignés dans ce registre et qui est destiné donc à signaler toutes les observations ou les suggestions relatives à l'amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans la collectivité et qui est à disposition donc de tous les agents dans une collectivité. Le registre grave et imminent, donc la formation spécialisée, elle est informée des éléments qui sont consignés dans ce registre, grave et imminent, et on verra tout à l'heure que la formation spécialisée elle a un rôle important dans ce domaine-là. Les documents des installations classés en matière de protection de l'environnement sont soumis pour consultation de la formation spécialisée, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, les lettres de cadrage et de mission des assistants et conseillers de prévention et la lettre de mission de l'ACFI. Et puis le rapport social unique, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, donc la partie, toutes les informations qui concernent la santé et la sécurité du rapport social unique sont portées à l'information de la formation spécialisée qui peut se servir de ces données-là pour pouvoir faire des propositions d'action en matière de prévention. Concernant la médecine du travail, la formation spécialisée, elle est informée du rapport annuel de l'activité de la médecine du travail, des résultats, des analyses, prélèvements et mesures demandées donc par le médecin du travail, et puis des motifs du non-suivi éventuel par l'autorité territoriale des avis du service de médecine du travail. Les propositions formulées par la médecine du travail, donc la formation spécialisée est informée des motivations de refus d'une autorité territoriale de suivre les préconisations du médecin du travail d'aménagement de postes de travail et de conditions d'exercice des fonctions qui seraient justifiées par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Les risques psychosociaux, donc en matière de risques psychosociaux, la formation spécialisée est informée des procédures liées au RPS qui sont demandées ou mises en œuvre dans les collectivités et les établissements. Et en matière d'accident du service, donc c'est encore élément très important, la formation spécialisée doit être informée des déclarations et rapports d'enquête suite à accidents ou maladies graves à caractère répété. Alors j'insiste sur ce point parce que, donc là je me fais la porte-parole un peu de la formation spécialisée du CDG, on constate malheureusement que cette information ne remonte pas assez au niveau de la formation spécialisée et pourtant c'est des éléments très importants pour qu'on puisse vous accompagner justement à mettre en place des actions pour réduire et tendre vers le risque zéro qui provoque ces accidents de service. Ensuite, donc, troisième modalité d'action de la formation spécialisée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la formation spécialisée, elle a un pouvoir d'investigation, elle peut évaluer les risques et faire des propositions d'action. Donc des propositions d'action, elle peut proposer des actions pour prévenir le harcèlement moral, sexuel et les violences sexistes et sexuelles.
Elle peut également suggérer des mesures pour améliorer la santé et l'organisation du travail, ainsi que assurer la formation des agents dans ces domaines-là. Et puis elle coopère donc à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre. Ensuite, donc, elle peut également auditionner, demander l'audition d'un employeur dont l'activité expose les agents à des nuisances particulières. Et elle est informée des suites données à ces observations. Elle analyse donc les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents, notamment donc les femmes enceintes, ainsi que les effets de l'exposition aux facteurs pénibles qui sont listés à l'article L 4161 du Code du travail. Et on aura donc la liste des facteurs de pénibilité qui peuvent être mentionnés. Ça va être la manutention de charges lourdes, les températures extrêmes, le contact avec des agents chimiques dangereux, les rythmes de travail particuliers. Donc la formation spécialisée vraiment peut procéder à l'analyse de ces risques-là. Autre action que peut mener la formation spécialisée, c'est la demande d'expertise. Le président de la formation spécialisée, il peut faire appel à son initiative ou alors, suite à la délibération des membres de la formation spécialisée, à un expert certifié dans 2 situations identifiées. En cas de risque grave révélé ou non par un accident ou une maladie professionnelle, ou sur un projet important qui modifie donc les conditions de santé, de sécurité ou de travail. Bon, l'expert, bien évidemment, il doit être habilité selon le Code du travail et les frais d'expertise sont à la charge de la collectivité. L'expertise, elle doit être menée dans un délai d'1 mois. Il peut arriver qu'il y ait un désaccord entre le président et les membres de la formation spécialisée sur le recours à l'expert. Dans ce cas-là, ça sera l'inspection du travail qui devra être saisie. La formation spécialisée, elle a un pouvoir d'enquête en cas d'accident grave. Justement, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il faut absolument que cette information remonte à la formation spécialisée, puisqu'elle dispose de ce pouvoir d'enquête. Elle se réunit rapidement après un accident ayant eu ou pouvant avoir eu des conséquences graves. Alors, en délégation, elle enquête sur les accidents du travail, de service, les maladies professionnelles qui ont entraîné un décès, une incapacité permanente révélée, ou révéler un danger grave ou présentant un caractère répété. Donc les enquêtes, elles sont menées par une délégation qui comprend donc le président de la formation spécialisée et au moins un représentant du personnel, assisté le cas échéant donc par le médecin du travail, l'assistant, le conseil de prévention ainsi que la CUI. La formation spécialisée, elle est informée des conclusions et des suites données à chaque enquête. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un rôle important de la formation spécialisée en cas d'alerte, en cas de danger grave et imminent. La formation spécialisée, elle doit immédiatement informer l'autorité territoriale de tout danger considéré comme grave et imminent. Cette alerte, elle est consignée donc dans un registre spécial, c'est le registre dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'autorité territoriale doit alors mener une enquête immédiate et prendre les mesures nécessaires. En cas de désaccord, la formation spécialisée se réunit d'urgence et l'inspecteur du travail est informé. Si le désaccord persiste, l'inspecteur du travail doit alors être saisi pour intervention. L'année dernière, les membres de la formation spécialisée, réunis en groupe de travail, ont collaboré avec nos collègues du service prévention, donc c'est un travail collaboratif, à la mise à jour de la procédure de droit d'alerte et de retrait. Donc on a revu toute la procédure d'alerte et vous retrouverez ce document sur le site internet du centre de gestion. La formation spécialisée, elle peut également mener donc des visites sur le terrain. Elle effectue donc régulièrement ces visites sur, bien évidemment, son champ de compétences. En délibéré, la formation spécialisée elle fixe l'objectif, l'objet, le secteur géographique et la composition de la délégation qui va procéder à cette visite. La délégation, donc, elle comprend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le président, son représentant ou des représentants du personnel. Elle peut être assistée par des professionnels de la santé et de la sécurité, donc on retrouvera le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention. Et les visites, elles donnent lieu à un rapport qui est présenté à la formation spécialisée. Ces visites, elles peuvent également avoir lieu sur le lieu du télétravail,
sous réserve de l'accord de l'agent concerné par les visites à domicile. Pour faire un petit focus sur ces visites de service, il faut savoir que depuis 2016, au niveau du centre de gestion, donc le CHSCT en son temps et maintenant la formation spécialisée placée auprès du centre de gestion, organise régulièrement des visites de sites auprès de collectivités landaises. Alors on est sur les collectivités de moins de 50 agents qui relèvent de la formation spécialisée placée auprès du CDG. Ces visites de sites permettent d'approfondir les connaissances de situations de travail dans l'optique d'élaborer ou de créer des outils ou des supports de sensibilisation de portée générale afin de promouvoir la santé dans le département. Donc, on a pu, donc, dans le cadre du département, dans les collectivités qui ont eu l'amabilité de nous recevoir, faire des visites, des ateliers, des services techniques, services de restauration, piscine municipale, et puis faire donc, des observations sur les conditions de travail des agents des différents services visités, du nettoyage des salles municipales, du nettoyage des vestiaires, de sport, du nettoyage des cantines scolaires, la préparation et le service des repas, le retrait, par exemple, des illuminations de Noël, on va bientôt plutôt les installer, l'entretien des piscines municipales, le montage des chapiteaux. Et donc, l'observation de toutes ces situations-là a permis donc la réalisation de plaquettes d'information. Plusieurs plaquettes d'information qui vont porter sur le risque chimique, les interventions en bordure de voirie, les travaux en hauteur, la manutention manuelle de charge, les postures contraignantes de travail, le bruit, l'hygiène alimentaire, le risque électrique, le risque biologique, vraiment différentes plaquettes d'informations que vous pouvez retrouver sur le site internet, qui sont également mis à votre disposition à l'entrée de la salle. Cette année, on a fait un travail donc, avec les membres de la formation spécialisée et l'équipe du service de prévention et également le service médecine, parce que c'est vraiment toujours un travail collaboratif. Le travail a été porté sur l'accident de service et a donné lieu à la réalisation d'une plaquette que vous pouvez également retrouver sur les stands à l'entrée. Pour illustrer un peu comment se passe une visite de site de la formation spécialisée du centre de gestion, je vous propose donc de regarder un film qui a été réalisé donc à Pontonx, qui a eu l'amabilité de recevoir la délégation de la formation spécialisée du centre de gestion. La délégation elle est composée de 2 élus représentant le collège des collectivités territoriales de moins de 50 agents qui relèvent en fait du CST du centre de gestion et de 2 représentants syndicaux, représentants du personnel qui donc représentent le collège des représentants du personnel. Parmi les missions en fait de la formation spécialisée, c'est aussi mettre en place des actions de prévention pour œuvrer pour la prévention et la sécurité physique et mentale des agents. Et donc l'objet de cette visite, c'était de venir sur le terrain, voir les agents en situation de travail, de repérer quels sont les axes d'amélioration dans leurs conditions de travail pour pouvoir ensuite proposer des outils ou des plaquettes d'information à valeur pédagogique justement pour accompagner les collectivités de même taille dans l'amélioration des conditions de travail de leurs agents. Quand on est élu, on a de grosses responsabilités aussi et ce montage de structure est intéressant. Ça apporte beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que c'est là qu'on s'aperçoit ce qui va et ce qui ne va pas. J'ai pu m'apercevoir aujourd'hui que cette équipe elle était très bien structurée, elle s'entendait très bien, il y avait une bonne cohésion, ils sont habitués à travailler ensemble, ça se voit. Le poids du plomb, il fait combien? On doit être à 560, je crois.
Et donc la chargeuse porte pas les professionnels et des non-professionnels finalement arrivent à remarquer les mêmes choses, on se pose les mêmes questions. C'est ça qui est bien justement, c'est de voir que tout un chacun finalement peut arriver à faire de la sécurité, voir ce qui ne va pas, et justement le fait d'être pluridisciplinaire permet de proposer des améliorations venant de tous bords et non pas uniquement d'un professionnel. Une grosse manutention. Ouais, les flots. C'est assez lourd, hein, assez violent, oui. Ça dure pas longtemps, mais voilà. il faut s'accrocher parce que... S'ils n'avaient pas le temps, s'il avait fallu les monter dans la journée, elle vous l'a dit, la dame. Je pense qu'on fait évoluer dans le bon sens, même si ça ne va jamais assez vite à notre goût, vers du mieux. C'est un investissement qui a du sens dans la mesure où il va être représentatif auprès d'autres collectivités. Donc on est un relais parmi d'autres. Donc on est censé apporter de la pédagogie sur des problèmes de prévention de sécurité qui sont essentiels. C'est important d'avoir une synergie de groupe parce qu'on ne voit pas tous les mêmes choses. Donc je crois que c'est très important d'être à plusieurs avec des sensibilités différentes. Et ce moment de partage aussi avec les agents est très enrichissant, quoi qu'il arrive. On poursuit les échanges après ce film, Fadela. Donc voilà, en conclusion, ce qu'on peut voir, c'est que la formation spécialisée, elle a vraiment un rôle important en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail. Ses attributions sont variées, donc allant de la prévention des risques à l'enquête sur les accidents du grave, en passant par des propositions d'amélioration des conditions de travail en tant qu'acteur incontournable. Elle a une capacité à alerter, à demander des expertises, à effectuer des visites sur le terrain qui lui permet d'agir concrètement sur le bien-être des agents. Donc son implication dans la gestion des risques professionnels et sa vigilance constante contribuent donc à un environnement de travail plus sûr et plus sain pour les agents des collectivités territoriales. Donc vraiment au niveau de la formation spécialisée, on compte sur vous pour nous faire remonter le plus, en dehors bien sûr des obligations, des documents obligatoires qui doivent être soumis pour consultation à la formation spécialisée, mais vraiment que vous fassiez remonter le plus possible tous les éléments qui peuvent être remontés auprès de la formation spécialisée pour justement aider les membres à mieux vous accompagner sur ce sujet-là. Merci beaucoup. On peut applaudir cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Est-ce que des mains se lèvent? Non? Bon, Fadela, j'ai la mienne. En quoi la formation spécialisée renforce-t-elle le dialogue social entre les agents et les employeurs territoriaux? Comme on l'a vu tout à l'heure, donc la formation spécialisée, elle est déjà, par sa mise en place, elle est l'expression du dialogue social, puisqu'on se retrouve au niveau de l'instance avec un collège qui représente donc les représentants du personnel, hein, qui ont été élus par les agents des collectivités, et puis le collège employeur. Et donc ça va être un lieu d'échange entre ces deux collèges sur toutes les problématiques qui concernent la santé et la sécurité au travail. Et c'est en ce sens-là que c'est vraiment un cadre de dialogue social qui va permettre d'échanger, de confronter les avis des uns et des autres. Je sais que parmi vous, dans la salle, j'ai des représentants du personnel qui sont là, qui peuvent en témoigner aussi et faire part de leur expérience. Donc voilà, je pense que c'est en ce sens-là qu'on a une véritable instance de dialogue social. Merci beaucoup pour cette réponse. On applaudit encore une nouvelle fois. Et on va passer au sujet suivant, le fonds de prévention du centre de gestion. Un nouveau dispositif au bénéfice des collectivités territoriales. Donc, oui, intervention de Raphaël Breton et Guillaume Tachon. Donc, on va terminer par deux présentations un peu plus courtes que ce qu'on vous a présenté jusque-là, avec deux nouveaux dispositifs qui sont créés cette année et l'année à venir. Le fonds de prévention propre au centre de gestion des Landes, et puis la création d'un service sur les risques psychosociaux. Donc, ce fonds de prévention,
Donc c'est un fonds qui est un fonds propre, qui intervient sur les fonds propres du Centre de gestion des Landes. Et donc on est parti du constat qu'il y avait un certain nombre de difficultés qui sont traitées au quotidien par nos services, hein, les problématiques d'accident du travail, d'arrêt de travail longue durée, d'invalidité, etc. Et donc on intervient malheureusement très en aval pour gérer la situation des agents, et au plan statutaire on sait faire, mais pour autant ça ne règle pas concrètement le problème des agents concernés. Donc on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait intervenir beaucoup plus en amont et de manière plus opérationnelle et plus concrète au service des collectivités. Donc avec les élus du conseil d'administration nous ont fait part de ces difficultés-là, et donc en termes de méthode on a associé plusieurs services du CDG, les ergonomes, services prévention, services marché, etc. Et on a mis en place en fait un règlement de fonctionnement, un règlement intérieur qui permet aux collectivités de postuler à l'obtention de ce fonds. Donc c'est un fonds de prévention qui intervient à hauteur de 200 000 € annuels, et un financement qui peut aller jusqu'à 5 000 € par projet et par collectivité. Alors, le fonctionnement de ce fonds, donc l'objectif est de favoriser la mise en place d'actions qui contribuent à l'amélioration des conditions de travail des agents. Et donc les conditions d'éligibilité, c'est avant tout la subsidiarité, c'est-à-dire que pour que la collectivité obtienne ce fonds, il faut au préalable qu'elle ait sollicité toutes les aides possibles existantes pour en bénéficier. Il faut que le DU, c'est-à-dire le document unique d'évaluation des risques professionnels, soit en cours de réalisation, soit à jour, qu'une convention avec le CDG soit signée pour le service prévention, et ça ne peut porter que sur les dépenses qui n'ont pas de caractère réglementaire. Parce que là, très clairement, ça a été aussi une demande de nos élus quand on a travaillé avec eux sur la définition des critères. Il ne s'agissait pas évidemment de se substituer aux collectivités dans la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires. Donc les dépenses éligibles, ça peut porter sur du matériel, sur des dispositifs d'amélioration, de confort. Ça peut aussi être la formation, sensibilisation des agents, et on a eu aussi par exemple des dépenses relatives à l'aménagement des locaux. Des services techniques par exemple qui revoient complètement leurs locaux techniques pour mettre à hauteur, etc. Donc à partir du moment où ces dépenses sont en rapport avec les problématiques santé et sécurité au travail qui sont bien identifiées dans le DU, on pourra intervenir. Les dépenses qui sont exclues sont celles qui concernent simplement l'entretien du matériel. Donc on est nous plutôt sur de l'achat et de l'investissement. Et les dépenses qui relèvent du champ réglementaire. Si la collectivité souhaite déposer plusieurs projets, c'est possible, et les demandes doivent être classées par ordre de priorité. Cette année, on a déjà eu une première édition de ce fonds de prévention, et certaines collectivités ont pu bénéficier de plusieurs financements sur plusieurs projets différents. Le montant total du projet doit au minimum atteindre 200 €. C'est-à-dire qu'on a considéré que si on avait plus de frais d'instruction que de frais liés à l'achat, ce n'était pas la peine. Le montant de la subvention accordée ne peut pas excéder 5 000 € par projet, mais une collectivité peut en proposer plusieurs. Et il faut toujours qu'il y ait une part d'autofinancement de 20% de la part de la collectivité, ce qui fait partie des règles imposées dans le cadre de la commande publique, des marchés publics, etc. Pour la première session 2024, là je vais te laisser la parole Guillaume, parce que c'est le service de Guillaume qui assure l'instruction après des dossiers qui arrivent. Merci Raphaël. Donc au niveau des chiffres, on a eu 28 collectivités qui ont participé à ce fonds de prévention pour 39 projets déposés pour un montant de 137 000 €. 35 projets ont été accordés, hein, comme on vous a évoqué, comme Raphaël l'a évoqué, il y avait des règles à respecter. Sur ces 35 projets, ça représentait 125 000 € presque de mise en place de subventions. Exemple de projets que l'on a pu financer, tout ce qui était formation des troubles musculo-squelettiques, hein, que ce soit pour les encadrants ou pour les agents. On a eu du matériel de bureau avec des bureaux qui se lèvent et qui se baissent pour la position assise debout, notamment sur les postes administratifs. On a eu également du matériel pour les espaces verts sur batterie,
avec anti-vibration, etc. On a eu des coussins, double fauteuil d'allaitement, des tabourets réglables avec dossier, assise au sol surélevé, siège au sol avec réhausseur. Donc là, on va toucher tout ce qui est crèche. Et on a pu notamment financer un aménagement sur les plans de change en crèche. Donc voilà sur ces dossiers-là. Donc pour collaborer un petit peu tout ça, on a là aussi 2 témoignages et un petit film à vous proposer. Avec, sur le témoignage numéro 1, c'est la commune de Morsinx-la-Nouvelle avec le financement d'un aménagement de l'atelier mécanique. Et pour le témoignage numéro 2, la Max de Saint-Vincent-de-Tyrosse avec tout ce qui était un espace de travail collectif innovant. Ce projet est parti des analyses d'accidents et des rapports des médecins du travail avec les analyses sur les inaptitudes notamment. L'idée de mettre en place ce fonds de prévention, c'était d'aider les collectivités dans une démarche d'amélioration de conditions de travail. On est là pour les agents avant tout. On a estimé que tout ce qui était d'ordre réglementaire, c'était charge à la collectivité de l'assurer. Et nous, on s'est voulu un petit peu innovant dans l'aspect où on était là pour amener des mesures de confort avec une enveloppe de 200 000 € et allant jusqu'à 5 000 € par projet. On avait un agent effectivement qui travaillait dans le garage communal qui avait des problèmes de dos récurrents. Il y a une forme de chronicisation de ces problématiques lombaires. On a engagé une démarche en collaboration avec le centre de gestion de la fonction publique des Landes pour réfléchir à l'ergonomie de son poste, pour faire en sorte qu'il ait des outils qui lui permettent de travailler avec le moins de difficultés possible. À Morsinx-la-Nouvelle, l'ergonome est intervenu pour l'aménagement de l'atelier mécanique dans sa globalité. Et nous, avec le fonds de prévention, on est venu pour finir le projet, notamment en finançant l'achat d'extracteurs de fumée et du compresseur de ressort d'amortisseur. Alors sur cette machine, j'ai juste à venir poser mon amortisseur à l'intérieur, prendre les ressorts avec les ergots, je referme ma grille de protection et quand j'actionne soit avec le pied, soit avec la main, je viens compresser le ressort. Ce qui me permet après de pouvoir remplacer l'amortisseur, les cylindres blocs. Et ergonomiquement, ça m'évite de mettre en place une autre machine que je mettais avant à l'étau, que je portais à la main. Et on forçait aussi à la main. Celle-là, machine, elle fait tout pour nous. On est équipé d'un rouleur extracteur de fumée. C'est pratique parce que vu que c'est monté sur un enrouleur, on n'est pas obligé de les déplacer au sol. Du coup, moi, pour mon dos, c'est bien mieux. La mission d'un maire ou d'une équipe municipale qui est employeur, c'est tout simplement de répondre à différents critères. Mise en sécurité, bien sûr, de fait, voilà, c'est pour tous les agents. Être en sécurité quand on travaille et optimiser la capacité de travail de la personne pour, d'une part, lui maintenir cette volonté de travailler tous les matins, éviter l'absentéisme, faire en sorte que l'outil de travail soit préservé, avoir une qualité maximale. Et puis après, il y a un volet, je dirais, réglementaire, puisque le maire que je suis est tenu de proposer à ses agents un travail vraiment qualitatif, d'où l'achat de matériel, d'où la réorganisation du poste de travail. Alors ça, c'est une petite table élévatrice et que je me sers pour lever les tondeuses à hauteur. Et ça évite qu'on travaille courbé, quoi. On a tout à hauteur. Et la chèvre, c'est une petite grue d'atelier. Elle me sert à surtout lever tout ce qui est trop lourd pour soulager le dos. L'assis debout, il est intéressant pour rester devant l'établi, me concentrer sur mon travail sans avoir mal aux jambes. Quand on reste devant l'établi figé, ça me fait des douleurs en bas du dos, que là, ça me décontracte. Au fur et à mesure que j'ai de plus en plus d'outils de levage, je me fais moins souvent mal, quoi. J'aurais pas pu continuer dans les mêmes conditions qu'avant pour pouvoir faire le même travail, quoi, c'est sûr. Pour financer ces opérations, il y a clairement des fonds propres de la collectivité, mais on bénéficie aussi de subventions. Dans le contexte de raréfaction des finances publiques, on a besoin d'être accompagné et le CDG joue ce rôle également, conseil et accompagnement au financement.
En fait, on a établi un questionnaire pour savoir comment nos agents percevaient la question de la prévention au sein de Max. Et on a à peu près 90% des agents qui ont répondu, qui disaient qu'ils présentaient des troubles, soit musculo-squelettiques, et qu'aucun n'avait aucune douleur. Et donc on s'est dit, il faut qu'on se saisisse de cette question pour en faire quelque chose et apporter une réponse. Moi, je l'ai utilisé dès le début, je connaissais déjà le principe, donc j'ai été ravie d'apprendre qu'on l'avait ici à Max. On a été formé au préalable à son utilisation et moi, je l'utilise pour me dépenser un peu sur mon temps de travail, j'optimise mon temps comme ça. Donc, je l'utilise à peu près un quart d'heure dans la journée pour me remettre un petit peu en mouvement. Vraiment, c'est de l'optimisation de temps et puis on sent que ça fait vraiment du bien. Pour des tâches, effectivement, qui demandent pas une concentration trop importante, mais du webinaire, de la mise en forme de documents, tout ça, c'est vraiment adapté. Cette question de la sédentarité, de la prévention, c'est un sujet qui est essentiel pour nous, un facteur d'attractivité vers nos métiers et de fidélisation aussi de nos talents au sein de notre communauté de communes. En 2025, nous renouvelons l'opération et nous comptons sur les collectivités pour candidater. Merci beaucoup. On peut applaudir aussi ces initiatives. Et j'ai une petite question, curiosité, Guillaume. Parmi les 35 projets accordés, quel a été le plus innovant? Je viens de constater, comme beaucoup, le second, mais... L'espace de travail collectif innovant, celui qu'on a vu à la Max, voilà, je pense que ça a fait réagir dans la salle aussi. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Et c'est ce qui a plu aussi au jury quand le projet a été présenté. Ok. Merci beaucoup. On va passer au prochain sujet. Donc avec Monsieur Savary, directeur du Centre de gestion des Landes, sur la création d'un service des risques psychosociaux. Oui, donc nouveau service créé par le Centre de gestion au 1er janvier 2025. Alors, des éléments de contexte, forte augmentation des risques psychosociaux et une demande des élus aussi bien représentants du collège employeur que les élus des représentants des organisations syndicales. Pourquoi? Parce que les RPS se multiplient du fait de l'intensification du travail, raréfaction des moyens alloués, nouvelles exigences sociales et sociétales, modification du rapport d'administration, extension du champ de compétences des collectivités, changement dans les organisations de travail et puis surtout une période post-Covid qui a bouleversé quand même les organisations et les relations entre les personnes. Donc du coup, on a décidé de s'attaquer à ce sujet et de vous proposer un nouveau service. De quoi parle-t-on en réalité? Alors, il y a une définition, c'est le rapport Golac et Baudier, hein, les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc ça, c'est la définition scientifique, avec notamment 6 dimensions que sont l'exigence du travail, le manque de soutien et reconnaissance, les conflits de valeurs, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie et l'insécurité de l'emploi et du travail. Donc tout ceci vient composer les RPS et je rappelle l'article L 4121-1 du Code du travail qui rappelle et qui impose aux collectivités qu'elles doivent assurer la sécurité physique, mais également la sécurité mentale des agents. Et dernièrement, le Conseil d'État a largement infléchi sa jurisprudence, puisque aujourd'hui, depuis 2015 et jusqu'en 2023 aujourd'hui, il impose une obligation de moyens renforcés des collectivités en matière de RPS. Et donc, le burn-out a été reconnu en maladie professionnelle et les juges sont de plus en plus sensibles aux actions des employeurs en matière de RPS. Donc, quelles sont les conséquences pour les collectivités landaises de par ces obligations? C'est une répercussion sur la santé des agents. Il faut lutter contre l'absentéisme. Il y a évidemment les RPS qui causent des accidents du travail. L'absentéisme aujourd'hui, on est à 9,2% d'absentéisme. Ça augmente encore, et notamment en raison des RPS. C'est générateur effectivement de maladies professionnelles. Et puis il y a comme l'avait dit
Guillaume tout à l'heure, il y a des enjeux humains, de santé et des enjeux juridiques liés à la protection des salariés. Donc du coup, nous, on a été sensibilisés et par les élus et par les OS, et puis forcément, on voit arriver les dossiers en conseil médical, où on voit qu'on règle des sujets finalement de relations au travail par de la maladie. Donc on a décidé d'avoir une action proactive. Donc on a essayé de travailler, alors d'abord à deux niveaux. Alors le premier niveau, c'est par rapport au service des équipes des psychologues, où on va répartir différemment les psychologues et les former sur la question des RPS, afin que vous ayez, vous, collectivité, un relais territorial de proximité sur ces sujets-là. Donc on va les former et on accroît encore l'équipe, puisque on va avancer sur le service RPS en tant que tel. On va ajouter et recruter un ou une psychologue du travail qui composera, qui sera à la base de ce service RPS. Donc, comment ça va se passer? En fait, il y aura une saisine par la collectivité de ce service, où il y aura un diagnostic qui sera posé et une orientation. Alors, si on constate qu'il s'agit plutôt d'un problème disciplinaire par rapport à la saisine qui nous est donnée, qui est faite, et la lettre de cadrage, on orientera vers un nouveau service également qui va rentrer en vigueur au 1er janvier, qui est un service d'enquête administrative qui est porté par le service juridique. Soit on constatera qu'on est vraiment sur un aspect RPS avec des problèmes managériaux, organisationnels et fonctionnels. Et là, on proposera une démarche complète d'accompagnement avec un diagnostic. On est parti de notre propre expérience, puisqu'au centre de gestion, on a fait un diagnostic bien-être qui nous a permis, avec la méthode de Goulac et Baudier, qui nous a permis de révéler un certain nombre d'actions à mettre en place. Et hier encore, on était en présentation avec tous les agents des actions qui vont venir essayer d'améliorer les choses dans les relations fonctionnelles, dans le fonctionnement des services, avec notamment la transversalité que vous avez pu voir tout à l'heure, qui a été assez décrite, notamment sur le CIMEF, où on voit que l'agent n'agit pas seul, il interroge à chaque fois tous les experts qui sont à sa disposition. Donc sur le diagnostic, c'est une méthodologie assez classique. On fait un état des lieux, on fait une enquête qualitative et quantitative avec la création d'un comité de pilotage technique et puis des entretiens individuels. C'est un accompagnement qui peut être court, qui peut être un peu plus long en fonction de la taille de la collectivité et puis de ce qu'on trouvera, j'ai envie de dire. Et on aura des éléments de facturation. Alors on a un élément fixe qui va relever du diagnostic, qui sera d'ordre forfaitaire, et puis après des éléments de facturation qui dépendront de la strate de la collectivité. Mais du coup, ce qu'on va faire aussi, et moi j'ai un rendez-vous cet après-midi d'ailleurs avec le FNP, on va vous aider à obtenir des financements pour financer cette prestation, mais qui va aller au-delà de ce financement, c'est-à-dire ça vous permettra également de financer votre plan d'action, qui pourra relever d'ateliers d'intelligence collective, de soutien psychologique, de coaching, enfin tout ce que vous souhaiterez mettre en œuvre dans la collectivité. Et donc nous, on vous accompagnera pour obtenir des financements auprès du FNP, de manière à soulager les finances de votre collectivité, mais surtout à vous permettre de mettre réellement en place des actions qui seront profitables aux agents et qui diminueront les RPS. Voilà. On s'appuiera également, j'ai oublié de le dire, on s'appuiera sur le conseil en organisation, le cas échéant. Merci beaucoup, M. Savary. Donc merci d'avoir appuyé aussi sur l'obligation légale que doivent respecter nos collectivités. Donc la matinée touche à sa fin. Donc en cette matinée, nous avons exploré des initiatives riches et diversifiées pour renforcer la prévention des risques professionnels dans nos collectivités. Ces échanges nous rappellent que la santé, la sécurité et le bien-être des agents ne sont pas seulement des enjeux réglementaires, mais des leviers essentiels pour construire des environnements de travail plus humains, inclusifs et performants. Au nom du Centre de gestion des Landes et du service de prévention, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence, vos contributions et votre engagement à faire de la prévention une priorité. Continuons à collaborer et à partager nos expériences pour que ces actions portent leurs fruits au bénéfice de tous. Pour cela, cet après-midi,
des ateliers portant sur la prévention des risques au domicile des personnes âgées, par exemple, travail isolé, les EPI, les exosquelettes, j'en passe d'autres si vous souhaitez apporter des compléments, profiter. Mais je tiens à remercier aussi l'invitation du Centre de gestion des Landes et du service de prévention, et en particulier Marie-Dorothée. Bravo pour ce que vous faites. Vous êtes un véritable exemple, puisque j'ai la chance d'œuvrer. Je suis moi-même référent handicap au sein de ma structure, et j'ai la chance d'œuvrer et de permettre des synergies entre toutes mes vies professionnelles et extra-professionnelles. Vraiment, vous pouvez être sûr que vous êtes vraiment bien accompagné, et que beaucoup même d'entreprises privées pourraient être inspirées quand même pour pouvoir mener à bien tout ce gros chantier. Voilà, bravo et merci beaucoup. Alors, juste vous donner une information essentielle à cette heure-ci, c'est le lieu du repas. Il est côté stade. Il faut faire 200 mètres sur votre droite en sortant. Et puis, je voudrais juste remercier tous mes collègues qui sont intervenus ce matin, qui ont été dans la lumière, mais ceux qui sont dans l'ombre aussi, parce qu'il y a des gens qui vous ont accueillis, qui vous ont servi du café. Marie-Do, je sais, a beaucoup œuvré. Et puis, je remercie les partenaires qui sont derrière et qui interviendront, Ismaël, Reliance, la MNT, la CARSAT, et j'en oublie sans doute, pour leur présence et leur soutien dans vos actions, dans votre quotidien, pour la prévention et la diminution des risques, et pour la santé et la sécurité des salariés. Merci.